Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes déjà quelques-uns connectés. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Coucou Martine. Bonjour Martine. Sébastien, je te propose qu'on attende 2-3 minutes, que j'ai le temps que tout le monde Pas de souci. soit là. Bonjour Bruno, que je connais très bien. Allons-nous pouvoir enregistrer le webinaire? Alors, j'en profite du coup, le temps que tout le monde arrive, ne vous inquiétez pas, nous, on enregistre le replay et il sera disponible dès la fin de la conférence et puis on va le mettre également sur notre chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez voir et revoir cette conférence à volonté. Vous avez toujours un petit sondage dans l'onglet sondage également, le temps qu'on commence et puis tout au long de la conférence, si jamais vous voulez répondre sur vos priorités pour l'intercommunalité, n'hésitez pas à y répondre. J'approuve le geste barrière, Sébastien. Merci Alfred. Dans le coude. Je vous propose qu'on commence donc pour cette conférence. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver après une toute petite pause qu'on a fait la semaine dernière pour cause d'Ascension, le week-end de l'Ascension, tout simplement. Bienvenue pour cette conférence dédiée à l'intercommunalité. Donc, je ne sais pas si forcément vous êtes élus municipaux ou élus intercommunaux, donc n'hésitez pas à nous le préciser aussi. De toute façon, cette conférence est bien sûr destinée à tout le monde. Elle s'adresse à tout le monde, qu'on soit élu municipal ou élu communautaire. C'est toujours intéressant de s'intéresser de toute façon à ce qui se passe aussi autour de nous. Donc, les 30 000 conseils municipaux sont désormais installés, ou en tout cas, ils le sont là jusqu'à ce soir. Et tous les conseils communautaires ne le sont pas forcément, en tout cas dans leur composition finale. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents scénarios. De plus en plus, le fait intercommunautaire ne peut pas être négligé.
donc qu'on soit élu municipal ou élu communautaire. Donc c'est pour ça on va essayer un petit peu de défricher le terrain ce soir. Et vous le savez, en plus, les formes de groupements intercommunaux sont variées. On trouve les groupements à contribution budgétaire, qui d'une part, qui regroupent les syndicats intercommunaux et qu'on appelle les intercommunalités de gestion ou encore de services. Et puis, on a les groupements à fiscalité propre, d'autre part, avec les communautés de communes, d'agglomération urbaine, les syndicats d'agglomération nouvelle ou encore les métropoles que vous connaissez. On les appelle également les intercommunalités de projet, puisque c'est bien de projet qu'on va parler ce soir. De cet échelon territorial qui n'est pas comme les autres et dont les contours et prérogatives ont beaucoup évolué ces dernières années. La dernière en date est une évolution de la loi engagement et proximité qui supprime la notion de compétences optionnelles pour les communautés d'agglomération et pour les communautés de communes, puisque les communautés urbaines n'en avaient pas jusqu'alors. Alors, l'intercommunalité, est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est une opportunité pour les territoires et les communes? Comment est-ce que vous pouvez vous en saisir? Nous allons répondre, j'espère, à toutes les questions dans cette conférence. Et d'ailleurs, vous pouvez poser toutes les questions et on les prendra à la fin dans l'onglet qui est dédié. Avec nous ce soir pour en parler, donc Sébastien Bénétulière. Donc tu es directeur de cabinet et de la communication d'une communauté de communes, donc la communauté de communes de Miribel et du Plateau qui se situe dans l'Ain depuis 2008. Tu es également diplômé de l'IEP de Lyon, tu es docteur en droit public et également chercheur à l'université Jean Moulin Lyon 3 où tu enseignes sur les problématiques déontologiques et de droit à l'intercommunalité, et puis tu es aussi formateur chez Tous Politique. Donc merci à toi d'avoir accepté d'animer avec moi cette conférence. Je suis très contente parce que je sais que tu es pointu sur tes sujets, que tu en connais beaucoup et que tu as beaucoup d'expérience. Et du coup, est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ta communauté de communes? Oui, alors la communauté de communes de Miribel et du Plateau, quand les pompiers font la pompier. Donc, la commune de Miribel et du Plateau, qu'on appelle la TCMP, peut-être que j'utiliserai cet acronyme, donc ne vous étonnez pas, c'est bien ma Comcom. C'est une petite intercommunalité qui regroupe 6 communes, qui est donc Lyon dans le département de l'Ain, et qui de fait, historiquement, et j'en parle ici parce que je pense qu'on en reparlera tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait territoire et comment est-ce qu'on fait communauté, historiquement, c'est une communauté de communes qui s'est construite de manière défensive contre le Grand Lyon à l'époque, qui avait des velléités de s'étendre sous Raymond Barre dans les années 90, et puis donc du coup les élus ont décidé, avec la loi Chevènement en 99, de créer cette intercommunalité-là. Une intercommunalité défensive, une intercommunalité d'aubaine, du coup, également, de manière un peu symétrique, parce qu'elle bénéficie financière, économique de la métropole lyonnaise. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour partir de quelque chose de défensif et, entre guillemets, d'aubaine pour devenir un territoire de projet? C'est ce qu'on a essayé de construire là depuis 12 ans, et du coup, je vous expliquerai ou j'essaierai de vous dire ce qui a marché et aussi ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas toujours. Super, merci beaucoup. Et donc, du coup, on va commencer un petit peu cette conférence. Elle va être structurée exactement de la même manière que les précédentes. On va déjà repartir sur un peu un objet et en tout cas un sujet en tout cas d'actualité avec comment est-ce que les intercommunalités ont agi et comment est-ce qu'elles peuvent aussi agir, comment est-ce qu'elles ont agi pendant la crise et comment est-ce qu'elles peuvent agir ensuite. Et puis, on commencera à répondre à des questions qu'on a beaucoup reçues, que ce soit lors des précédentes conférences ou lors de nos échanges avec vous. Et puis après, on prendra bien sûr vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser. Donc, la première partie de cette conférence consiste à donner un bref aperçu de la situation des intercommunalités en cette période de crise et puis les scénarios possibles d'installation des conseils communautaires, puisque comme je le disais, tous ne sont pas installés définitivement, tous ne sont pas composés de la même façon actuellement, c'est un petit peu particulier. Et puis, on parlera notamment des points
du sujet des commissions, donc qui relève d'un choix également important. Donc, la coopération intercommunale, c'est avant tout une opportunité. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on la considère et on espère que vous aussi. Et ça a pu se vérifier pendant la crise sanitaire. C'est l'occasion de mobiliser de nouvelles ressources, l'occasion également d'avoir un impact plus fort en mutualisant les efforts et en effectuant aussi des économies d'échelle pour faire jouer les solidarités. Sébastien, sur ton territoire, quelle place a joué la Comcom pendant la crise? Alors, la communauté de communes, comme beaucoup de communautés de communes, hein, a eu surtout un rôle, on va dire, fédérateur au niveau du développement économique. C'est une compétence obligatoire des communautés de communes et l'échelon intercommunal est un échelon identifié comme l'échelon devant impulser une politique économique. Un certain nombre de dispositifs incitaient aussi les intercommunalités à se positionner sur des fonds de soutien à l'économie. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Interco a joué son rôle. Nous, on a mis en place un fonds régional, enfin on a adhéré au fonds régional, et on a mis en place un fonds spécifique pour les toutes petites entreprises de moins de 7 salariés. Donc, de ce point de vue-là, l'intercommunalité, je pense, est clairement identifiée par les acteurs économiques, parce qu'on a eu des sollicitations d'entreprises qui sont directement venues nous voir et qui ne sont pas allées voir forcément les maires, comme ça pouvait être le cas auparavant. Donc, en matière économique, très clairement, l'intercommunalité, je pense, sort, entre guillemets, renforcée d'un point de vue de la gouvernance sur ces questions-là. Et puis, je trouve que la crise aussi a mis en place quelque chose de très positif, qui est de solidarité entre les communes et l'intercommunalité. Je m'explique, par exemple, sur la question des masques. Les communes ont parfois acheté des masques, notamment via l'AMF, peut-être que certains d'entre vous, par exemple, ont fait de la sorte, mais la plupart des intercommunalités ont aussi proposé de faire des commandes pour l'ensemble des habitants du territoire, charge par exemple ensuite aux communes de les redistribuer. Donc il y a eu une forme de coordination qui s'est faite en bureau exécutif, en bureau des maires, notamment pour voir voilà, comment est-ce que toi tu vas les distribuer, moi je le fais de telle manière. Les particularités entre les tailles de communes, la géographie de la commune, bien sûr, font que les solutions ont parfois été différentes. Mais il y a eu un échange sur ces questions-là, de la même manière qu'il y a eu un échange, par exemple, sur les écoles, la réouverture des écoles, comment est-ce que tu fais. Donc, voilà, ce qui est une bonne chose, c'est que l'intercommunalité est devenue aussi le lieu où on parle de problématiques communes. Alors, quand je dis devenu, j'exagère, hein, c'était déjà bien sûr le cas en fonction du degré d'intégration, mais je pense que la plupart des intercommunalités ont fonctionné comme ça, et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose, et j'espère que cet esprit de vouloir partager en commun des choses pour les administrés du territoire ne se limitera pas à la crise, et bien sûr perdurera après la crise sanitaire que l'on est en train de vivre. Alors, justement, comment est-ce que l'intercommunalité peut être un échelon efficace pour relancer le territoire? Alors, à mon avis… Et si tu penses qu'il peut en être un bon? Alors, à la seconde question, la réponse est évidemment oui. Je suis, vous le comprendrez aisément, un fervent défenseur de l'intercommunalité. Je pense que c'est un échelon qui est pertinent. Alors, d'abord parce qu'il a les ressources économiques pour le faire. Donc, en période de crise, mécaniquement, il est assez logique que les subsides de l'interco viennent aider à une relance purement économique. Il y a un certain nombre d'intercommunalités aussi qui ont fait un pas de côté, c'est le cas de la nôtre, mais on n'est pas les seuls, hein, concernant la question de la mobilité. L'idée, c'est bien sûr d'imaginer le monde de demain, et on voit bien qu'avec le développement de nouvelles formes de mobilité et le fait que voilà, aujourd'hui, on va avoir peut-être plus de télétravail, des mobilités douces, on a mis en place un plan vélo assez important. Tout de suite, là, on l'a annoncé, on va le délibérer la semaine prochaine, parce que justement, on a considéré que on ne pouvait pas être uniquement dans un fonds de soutien économique, mais qu'il fallait aussi proposer quelque chose pour demain. Donc, on a mis ça en place. La métropole de Lyon, par exemple, l'a fait également. Et on essaie de travailler avec les communes sur une petite période, là, sur 3-4 mois, pour mettre en place un urbanisme qu'on appelle parfois tactique ou provisoire, c'est-à-dire essayer de mettre en place sur des voiries où là, d'habitude, vous n'aviez que des voitures, eh bien, des circulations partagées entre vélos et voitures ou exclusives pour les vélos.
Voilà, donc ça, par exemple, typiquement, je pense que c'est à l'intercommunalité de le faire parce que on ne peut pas avoir des discontinuités en termes de mobilité entre une commune et une autre. Il faut qu'on travaille sur les grands axes de déplacement ensemble. Et donc, je pense que ça, c'est un des enjeux, par exemple, des 3-4 prochains mois, très clairement. C'est une aspiration des habitants très forte. Et donc, je pense que ça, c'est l'intercommunalité qui, effectivement, le bon niveau pour en discuter. Après, ça ne veut pas dire que les actions seront toutes portées par l'interco. Il faut toujours garder ça en tête, je pense. C'est pas parce qu'on discute de choses de l'intercommunalité, qu'on essaie de les construire ensemble, qu'on va prendre les prérogatives des communes. Il y a un certain nombre de choses qui dépendront des communes, mais ça sera plus facile pour elles de le légitimer ou de le faire si, bien sûr, on en a parlé tous ensemble. Super, par exemple, est-ce que tu peux nous donner 2-3 sujets sur lesquels l'interco peut être moteur dans la relance? Alors, la mobilité, très clairement, hein, la mobilité, c'est un vrai enjeu. En plus, on en reparlera peut-être rapidement tout à l'heure, mais toutes les communautés de communes vont devenir en fait autorités organisatrices de la mobilité logiquement l'année prochaine. Donc, voilà, je pense que c'est un sujet de maintenant. Il ne faut pas attendre septembre, c'est maintenant que les gens ont envie de réfléchir et de se déplacer différemment. Je pense qu'il y a aussi, bien sûr, en termes de relance, il y a la question des acteurs économiques, à proprement parler. Et puis, il y a tous les acteurs de la solidarité. Ça dépend, on va dire, de la manière dont les intercommunautés se sont construites. Beaucoup d'intercos se sont construites autour des acteurs économiques parce que c'était leur assiette fiscale. Sur la solidarité, c'est parfois plus compliqué. Les maires ont une appétence particulière pour cette question-là. Ça reste souvent de cette prérogative-là. Mais j'ai tendance à dire que, par exemple, accompagner les associations, on va dire, humanitaires sur un territoire communautaire, ça peut avoir du sens. Ça ne se limite pas à une commune, on n'est pas pauvre dans une commune et pas dans une autre, par exemple. Et puis aussi, je pense que l'un des enjeux très nets qui va se poser avec la crise sociale qui va arriver inévitablement, malheureusement, c'est le développement des services publics avec les maisons de services au public. Accompagner les personnes en difficulté dans leur recherche d'emploi, dans leur démarche. Je pense que les maisons France Service, lorsqu'elles ne sont pas encore en place sur le territoire, c'est quelque chose qui va devenir inévitable parce que les gens en fait vont être en attente de services publics, de réponses sur leur démarche. Et donc là, il va falloir y aller très clairement. Alors, malgré tout, on est dans un moment un petit peu particulier puisque certains conseils communautaires sont complets, d'autres ne le sont pas. Est-ce que tu peux nous faire un petit point de rappel sur le calendrier, les différents scénarios qui sont envisagés là et qui se mettent en place? Oui, alors pour les communes, en fait, enfin pour les conseils communautaires, pardon, où toutes les communes ont pu installer leurs conseils municipaux, eh bien ce conseil communautaire doit être installé avant le 8 juin. C'est 3 semaines après, la date d'installation, enfin après l'officialisation pardon, de l'élection, donc le 18 mai en l'occurrence. À ce premier conseil, vous êtes obligé d'inscrire les modalités de participation, d'enregistrement, de conservation des débats, notamment si vous le faites à distance. C'est un grand sujet actuellement dans les intercommunalités. Est-ce qu'on fait à distance ou est-ce qu'on fait en présentiel? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent de point de vue informatique, mais aussi d'un point de vue de respect, bien sûr, de la distanciation sociale. Et puis, dans ce premier conseil, outre l'élection du président et des vice-présidents et membres du bureau, vous aurez des choses habituelles sur la définition des modalités d'exercice du droit à la formation des élus, la désignation au sein d'organismes extérieurs, de commissions obligatoires, bon, bref, tout un tas de délibérations à prendre. C'est un premier conseil qui est parfois un peu lourd hein, à digérer, mais en tout cas, voilà, avant le 8 juin, pour ces communes-là, enfin pour ces communes-là, il y a un conseil communautaire d'installation. Et puis, il y a l'autre cas, le cas où dans l'Assemblée délibérante, eh bien, on va coexister entre des nouveaux élus et puis des vieux élus, si jamais il y a encore un second tour d'élection le 28 juin. Auquel cas, l'élection de ce conseil communautaire-là de manière obligatoire l'installation se fera avant le 17 juillet ou 16 juillet, j'ai une hésitation sur la date, enfin, en tout cas avant le vendredi de cette semaine-là. D'ici là, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas d'obligatoriété à se réunir. Et il y a beaucoup de conseils communautaires qui désirent, communautés de communes ou communautés d'agglo qui désirent se réunir néanmoins. Et auquel cas, s'ils se réunissent, il y a bien cette coexistence-là, puisque, par exemple, les vice-présidents vont rester en poste, on ne désigne pas un nouvel exécutif, mais ils ne pourront pas participer aux délibérations, ils ne pourront pas siéger en tant que tels.
tout en ayant porté au sein du bureau, par exemple, les sujets qui les concernent. Donc c'est une situation qui est très particulière, qui va durer grosso modo 6 semaines. Voilà, on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer, hein. Nous, par exemple, typiquement, je vous disais qu'on a un plan en termes de mobilité. Le vice-président qui porte ces thématiques-là ne se représentait pas, il n'est plus maire de la commune. Il va porter le dossier au niveau du conseil communautaire. Par contre, il ne pourra pas délibérer, il ne pourra pas donc voter sur ce plan-là. Voilà, donc c'est une situation très transitoire, très particulière. Ça va se réguler et puis on va laisser passer le mois d'août et le mois de septembre, tout sera comme avant, de ce point de vue-là. Alors justement, si on prend les choses d'une manière normale, entre guillemets, donc si moi, par exemple, je suis élu communautaire et je viens de m'installer, donc on a fait le conseil d'installation, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux m'investir? Quel va être mon rôle en tant qu'élu communautaire? Alors, je pense que la première chose à faire, lorsqu'on est un nouvel élu, notamment, c'est d'abord en fait de s'informer sur ce qu'a fait l'intercommunalité les années précédentes. Ça paraît extrêmement basique que de dire ça, mais relire les magazines de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération lorsque vous les recevez, ou les prendre en téléchargement si vous n'avez pas chez vous, des 2-3 dernières années, je pense que c'est une bonne chose. Lire le rapport d'activité qui n'est généralement distribué qu'aux élus. Donc si vous êtes nouvel élu, vous ne l'avez pas eu, mais il est souvent en téléchargement sur le site de l'intercommunalité. Là aussi, je pense que le rapport d'activité permet d'avoir au moins une vision globale qui ne se limite pas aux grands projets, mais aussi au fonctionnement des services. Toutes les politiques publiques qui sont déclinées au niveau de l'intercommunalité, je pense que c'est une bonne chose. C'est la première étape, il faut un temps d'appropriation, il faut un temps de digestion de l'ensemble des compétences, de l'ensemble des actions des intercos qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes. La seconde chose à faire, c'est de regarder comment était organisée la communauté de communes, notamment au niveau des commissions thématiques lors du mandat précédent. Il y a en règle générale des commissions qui, par thématique, vont travailler sur un certain nombre de projets ou de politiques publiques. Il faut voir si la volonté des élus, c'est de maintenir ces commissions thématiques en l'état, ou si c'est de proposer, on va dire, une nouvelle répartition. Je prends l'exemple, par exemple, de ma communauté de communes. On avait fait le choix en 2014 d'avoir une commission sport-culture, en pensant qu'il y avait des synergies à trouver entre les associations communautaires, les équipements que la communauté de communes gérait. On s'est rendu compte que c'était une commission qui était très lourde à gérer, très chronophage, qui demandait beaucoup d'investissement, et sur des thématiques qui finalement ne sont pas si... Donc je pense que normalement, les prochains élus ne reprendront pas cette séparation-là, enfin, ne pas cette fusion-là plutôt des deux compétences au sein d'une même commission. Il y aura sans doute une commission sport, une commission culture, ou alors voilà, peut-être quelque chose de différent. C'est important de s'intéresser à ces questions parce que c'est là où on va se dire que conseiller communautaire, je souhaiterais être dans telle ou telle commission. Et ensuite, du coup, ce qu'il faut, c'est aller voir son maire, aller voir le vice-président et voir si, voilà, quels sont les projets, quels sont les enjeux du mandat sur telle ou telle thématique, et est-ce que ça m'intéresse, est-ce que j'ai envie de m'y investir, et ensuite, en fonction de la composition des commissions qui sera déterminée, voir si on peut y siéger. Évidemment, la situation n'est pas la même si vous êtes membre de l'équipe majoritaire ou si vous êtes membre de l'équipe minoritaire de votre commune, évidemment. Mais il faut bien avoir ça aussi en tête. Les commissions thématiques, y compris au niveau communautaire, doivent refléter une forme de pluralisme. C'est obligatoire, le CGCT l'impose, donc le Code général des collectivités territoriales et la jurisprudence du Conseil d'État est très stricte là-dessus. Donc, normalement, les commissions sont représentatives de la pluralité des expressions politiques, qu'elles soient communales et ou communautaires, en fonction de comment la communauté de communes se construit avec des groupes. Si jamais il y a des groupes, c'est pas forcé, nous on n'en a pas, par exemple. Et du coup, donc, une fois qu'on a choisi nos commissions, comment est-ce que on peut davantage associer les élus municipaux? La loi engagement et proximité a récemment pris des dispositions pour le permettre. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer ces dispositions? Alors, ce que prévoit la loi engagement et proximité est pour le coup une très bonne chose. C'est qu'elle prévoit que, au moins au niveau du conseil communautaire,
Il y a une information désormais qui est obligatoire, et peut-être que d'ailleurs, s'il y a un conseil communautaire là qui s'installe, vous avez reçu la convocation. Tous les conseillers municipaux désormais vont recevoir la convocation et pas exclusivement les conseillers communautaires. Vous allez recevoir la convocation avec un ordre du jour et le cas échéant, vous pouvez aussi recevoir la note de synthèse. Nous, c'est le choix qu'on a fait par exemple. Donc, bon, pour l'instant, sous format électronique, on a envoyé par courriel cette note de synthèse et cet ordre du jour. Et puis le compte-rendu du conseil communautaire sera également transmis sous la même forme. C'est une première étape, c'est une très bonne chose parce que il est assez courant et assez classique d'entendre des élus municipaux qui ne sont pas au conseil communautaire dire je ne sais pas ce qui s'y dit, je ne sais pas ce qui se passe au conseil communautaire, je n'ai pas forcément le retour de la part de mes maires. Donc au moins à minima, on saura sur quoi la communauté de communes délibère. Après, la question qui va se poser par la suite, c'est de savoir si on se limite à une simple information ou si on va un petit peu plus loin. Et je pense que de ce point de vue-là, ce sont des choses qu'on pourrait, par exemple, retrouver dans le pacte de gouvernance dont on parlera tout à l'heure. Je pense qu'on peut aller plus loin en format dématérialisé, notamment, voilà, sans doute créer un intranet commun avec des fiches projets qui permettent de faire un point sur les projets. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut construire ensemble. C'est l'objet du pacte de gouvernance. Mais en tout cas, voilà, à minima, vous avez déjà normalement cette information-là, ce qui vous permet ensuite de solliciter grosso modo votre maire pour lui dire, bah voilà, comment est-ce que l'ordre du jour du conseil communautaire s'est construit en bureau communautaire ou en conférence des maires, le cas échéant. Donc ça, c'est voilà, ça permet d'avoir ce feedback entre guillemets de l'élu exécutif municipal. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Effectivement. Et du coup, les maires, d'ailleurs, vont devoir trancher sur un certain nombre de compétences en début de mandat. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelles sont ces compétences? Oui, alors il y a la première chose sur laquelle il va falloir se mobiliser sous 6 mois, c'est que le maire peut s'opposer par un simple courrier, ce n'est pas une compétence du conseil municipal, au transfert de pouvoir de police spéciale au président de l'intercommunalité. Alors, dit comme ça, quand on ne sait pas bien ce que ça regroupe, ça peut paraître un peu technique, mais là, il y a des compétences qui sont obligatoires. Et normalement, lorsqu'il y a des compétences obligatoires qui sont exercées par la communauté de communes, le pouvoir de police spéciale est exercé également par le président de l'intercommunalité. C'est le cas en matière d'eau, assainissement, en matière de déchets ménagers, de collecte, par exemple. C'est le cas en matière de gens du voyage. C'est le cas en termes de voirie et d'habitat. Après, il y a deux compétences facultatives que sont la défense extérieure contre l'incendie et puis la sécurité pour les manifestations sportives et culturelles. Bref, tout ça pour dire que le pouvoir de police spécial, normalement, est transféré à l'intercommunalité, au président de l'intercommunalité. Le fait est que un maire peut s'y opposer, et si le maire s'y oppose, ça rend les choses un peu compliquées parce que, grosso modo, bah, vous pouvez avoir une compétence qui s'exerce sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, 4 communes sur 10, et puis 6 communes sur 10 qui l'ont refusé. Donc, pour l'administrer, c'est pas très clair. En termes de sécurité juridique, c'est pas forcément non plus une très bonne chose. Ce qu'on recommande, ce que la DCF, l'Association des communautés de France, recommande par exemple, c'est que cette discussion-là, elle ait lieu en bureau et en conférence des maires pour que justement on essaie d'avoir une vision partagée. Il ne faut pas avoir une vision dogmatique sur la question. Je prends un exemple. Par exemple, les déchets ménagers, la collecte des déchets. Le pouvoir de police spécial, c'est d'avoir un règlement de collecte qui soit commun pour l'ensemble des communes. C'est pas, on va dire, je pense pas que ça enlève quelque chose au maire que d'avoir un règlement de collecte commun pour savoir à quel horaire ça doit commencer la collecte, à quel horaire ça doit se terminer à minima, qu'est-ce qui se passe si les bacs restent sur les trottoirs, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, je pense voilà, il y a des sujets qui peuvent faire consensus malgré l'idée que le pouvoir de police doit absolument être au maire. Et puis après, il y a d'autres pouvoirs de police qui, par contre, peuvent être plus sensibles politiquement en fonction du territoire que vous avez. Par exemple, les gens du voyage, c'est parfois un sujet un peu sensible, mais là aussi, ça pourrait être exercé à l'échelle de la communauté de communes. En tout cas, vous avez 6 mois pour le faire, et c'est quelque chose qu'il faut faire, je pense, de manière plutôt consensuelle, notamment pour des questions de sécurité juridique et de lisibilité pour l'administrer. Après, il y a d'autres transferts de compétences sur lesquels l'intercommunauté va devoir se prononcer dans le courant de l'année. Vous avez d'abord le PLU intercommunal, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Il est de droit.
lorsque vous ne l'avez pas encore. Et il faut se prononcer avant le 1er janvier 2021. Il peut y avoir donc une minorité de blocage, comme on dit, pour s'y opposer. Là aussi, c'est clairement quelque chose qui doit faire l'objet d'une discussion assez rapide entre les maires pour savoir si on désire ou pas s'engager sur cette question. L'autre grand sujet qui va se poser, c'est la question de la mobilité, puisque donc il est prévu que toutes les communautés de communes soient désormais autorités organisatrices de la mobilité. Et là, c'est pareil, il faudra délibérer avant le 31 mars 2021. Donc c'est relativement rapide. C'est plus facile lorsqu'on est déjà, nous par exemple, la CCMP est déjà AOM. Et puis après, la dernière chose sur laquelle, enfin la dernière chose, il y a d'autres choses, hein, mais l'une des dernières choses sur lesquelles importantes il faudra délibérer, c'est le pacte financier et fiscal, si vous avez un contrat de ville. Donc là, c'est pas toutes les intercommunalités qui sont concernées. On reviendra aussi sur ça, c'est un gros sujet, et il faudra délibérer avant le 30 juin 2021. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même des sujets qui sont assez importants entre, on va dire, 9 mois et 1 an. Et ce sont des sujets qui, mécaniquement, doivent être discutés au niveau de l'interco. Donc, il faut s'en saisir assez rapidement et pas attendre la deadline pour prendre une décision, grosso modo, en 1 mois, parce que c'est pas quelque chose qui se décide en 1 mois, c'est quelque chose qui va engager l'intercommunalité sur l'ensemble du mandat et vraisemblablement, même, j'allais dire, après le mandat. Donc, voilà, il faut prendre un peu le temps d'en discuter, je pense. Alors justement, est-ce que tu as 2-3 recommandations sur la méthode de travail qui peut être mise en place pour réfléchir à ces transferts, pour réfléchir au arbitrage finalement, et quels acteurs est-ce qu'ils doivent mobiliser autour d'eux? Alors, je pense qu'il faut faire attention à un écueil, c'est que ces discussions-là soient captées par le bureau exécutif de la communauté de communes ou par la conférence des maires. C'est une tentation assez légitime. Le maire est le représentant des conseillers municipaux, donc il est assez normal et assez logique finalement. Comment dire, que ça se passe dans le cénacle du bureau. Le problème, c'est que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'engagement et proximité a prévu que ce qui va se décider en conseil communautaire, eh bien, les conseillers municipaux sont informés. Autant ce qui va se décider en bureau communautaire, il n'y a pas d'obligation forcément, ça dépendra de ce qui sera dans le pacte de gouvernance. Je le recommande fortement, je pense que le pacte de gouvernance doit prévoir une publicité de ce qui se dit en bureau communautaire. Mais voilà, très souvent, on va dire que ce qui se passe en bureau reste le privé. Voilà, il n'y a pas de publicité des débats, il n'y a pas de publicité des comptes rendus. Les habitants ne le savent pas, et même les conseillers municipaux, forcément, ne le savent pas si le maire ne fait pas de retour. Là aussi, ça dépend de l'organisation qui est choisie. Donc, je pense que sur ces sujets aussi importants, il faut faire attention à ne pas capter une forme intercommunale. Le terme est un peu fort, mais il ne faut pas que ce soit quelques élus uniquement qui décident de ça. Ça engage tout le territoire. Donc, clairement, moi, ce que je recommande, c'est que concomitamment au pacte de gouvernance, si vous décidez de vous y engager, parce que ça, au premier conseil, il faudra le dire, il y a une réflexion sur des commissions thématiques, peut-être. Par exemple, il faut créer une commission PLUI en se disant, voilà, on veut vraiment se poser la question, peser le pour, peser le contre. La mobilité, pareil, on crée une commission mobilité, même si on n'a pas la compétence et peut-être qu'elle n'existera que 9 mois, par exemple, cette commission, mais elle va essayer de réfléchir sur est-ce que ça a du sens ou pas pour notre territoire d'avoir celle-ci de compétences-là. Ça permettra d'élargir le cercle. Je pense que ce qui se dit dans ces réunions-là doit être partagé ensuite. C'est un petit peu comme faire un projet de territoire, hein, grosso modo. Je pense qu'ensuite, il faut prévoir 2 temps, peut-être, d'échanges collectifs avec l'ensemble des conseillers municipaux. Alors ce temps-là, maintenant, en plus, ces temps-là peuvent être sectoriels, ils peuvent être globaux en fonction du nombre de conseillers que vous avez, hein, forcément. Si vous avez un nombre de communes, on va dire, supérieur à 30, à 40 ou à 50, voire même beaucoup plus, c'est compliqué de réunir tous les conseillers municipaux en un seul et même lieu. Mais en tout cas, voilà, on peut faire des points sectoriels, géographiques, hein, j'entends. Mais je pense que c'est important de venir rendre compte des discussions qui peuvent se passer au niveau des maires. Je pense que c'est apprécié par les conseillers municipaux et ça permet aussi de créer une entité et un débat commun. Parfois, il y a des incompréhensions, des méconnaissances de ce qui se passe. Et si vous le faites tout de suite, ça permet au moins de se dire, ben voilà, du point de vue de la gouvernance démocratique, ce qui se passe au niveau de la Comcom, c'est propre. C'est pas encore quelque chose de vertical, descendant, où moi, conseiller municipal, je fais que recevoir l'information. Je pense que ça, l'interco doit l'impulser et les maires doivent le porter auprès de leur conseil municipal.
Ça, c'est pour, on va dire, les compétences très techniques. Après, rien ne vous interdit, en fonction de la thématique que vous allez aborder, d'aller chercher des acteurs. Vu qu'il n'y a pas de cadre particulier et précis sur ces questions-là, si vous avez des associations, des représentants d'associations, par exemple, qui vous paraissent porter, je sais pas, moi, des questions de mobilité qui sont importantes, rien ne nous interdit de les recevoir en commission, rien ne nous interdit de les solliciter sous forme d'audition pour avoir leur point de vue ou sous forme de questionnaire, par exemple. Voilà, tout ça est relativement libre, mais c'est plutôt là aussi, je pense, une bonne chose. Ça dépend là aussi si vous avez des acteurs. Parfois, il y a des thématiques où il n'y a pas d'acteurs qui se sont manifestés de la société civile. Il ne faut pas aller forcément en inventer ou en chercher, hein, ça n'a absolument aucun intérêt. J'espère avoir répondu à ta question. Écoute, moi, ça me va. Et de toute façon, si jamais c'est pas clair, dites-le nous. On a aussi Oui. du temps pour y répondre. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, tu as parlé du PLUI en tant que petite commune, et il y en a beaucoup hein, dans les intercos, dans les comcom. Oui. Qui sont pas encore prêtes à passer le cap pour élaborer un PLUI. Pour toi, quels sont les avantages de passer à l'échelle intercommunale au niveau de l'urbanisme? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 45% des communautés de communes qui sont sous l'égide d'un PLUI. Donc, contrairement parfois à l'idée reçue, le PLUI n'est plus tant que ça l'exception. C'est pas encore la norme et la règle. Ça s'équilibre avec les comcom qui sont pas sous PLUI. Mais en tout cas, voilà, il y a un mouvement de fond qui va vers l'idée d'avoir un règlement, un document d'urbanisme à l'échelle de l'intercommunalité. Alors, je dis ça d'autant plus facilement que la communauté de communes de Miribel et du Plateau n'a pas de PLUI. Autant on est une communauté de communes très intégrée sur beaucoup de compétences, très en avance par rapport de ce point de vue-là, à beaucoup d'intercommunalités du périurbain, autant on n'a pas franchi le pas sur cette question-là parce que les maires étaient frileux pour des raisons diverses, notamment liées au fait que certains étaient en voie de modification de leur propre PLU et voulaient poursuivre cette réflexion-là au sein de leur commune avant d'aller à l'échelon intercommunal. Pourquoi est-ce que le PLU me semble important et je pense que, en tout cas, pour la CCMP, ça sera un sujet très fort en début de mandat, parce que ça facilite en fait une forme de cohérence territoriale. C'est-à-dire que on arrive dans un même document à articuler des identités communales avec un projet communautaire, territorial. C'est important parce que il y a des problématiques qui aujourd'hui ne peuvent plus se régler à l'échelle communale. La mobilité, c'est pas quelque chose qui se règle à l'échelle communale. C'est compliqué d'avoir un plan de mobilité, on va dire incitatif et très volontariste, si vous n'avez pas un plan de déplacement urbain à l'échelle de la communauté de communes. Ça ne veut pas dire que la communauté de communes va décider du sens de circulation à l'intérieur des communes contre l'avis du maire. C'est pas du tout ça. C'est de se mettre d'accord sur, par exemple, des grands axes de circulation, sur la manière dont ces axes sont structurés, sur la manière dont place à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire que c'est un travail d'urbaniste, c'est un travail de géographe, et de ce point de vue-là, ça permet aussi de partager en fait les singularités des autres territoires. Moi, je suis toujours surpris de voir que, par exemple, certains élus connaissent très bien leur commune, mais ne connaissent pas la commune voisine. Ça dépend de la typologie de votre territoire, et encore plus quand vous avez des intercommunalités à 50, par exemple. Aujourd'hui, le PLUI, c'est pas un document non plus uniforme. Vous avez des possibilités d'avoir des règlements sectoriels en fonction des typologies géographiques. Bref, il y a beaucoup de souplesse dans le PLUI, contrairement à ce qu'on pense. Donc, de ce point de vue-là, il y a un intérêt à créer aussi une identité commune, à avoir des problématiques communes en matière d'habitat, en matière de densification, en matière de mobilité, en matière d'assainissement. Hein, typiquement, on ne peut pas densifier à un endroit, avoir une volonté de densifier ici, d'y mettre des équipements, et puis sur l'assainissement, de ne pas pouvoir y répondre. Voilà, donc il y a cet intérêt-là. Il y a un intérêt aussi financier, parce que si vous additionnez la somme des coûts générés par les révisions et élaboration des PLU communaux, eh ben, mécaniquement, c'est une loi d'échelle, hein, comme on dit, le PLU intercommunal coûte moins cher. Voilà, il coûte plus cher qu'un PLU communal, mais il coûte moins cher que plusieurs PLU communaux. Et à l'heure où il faudra se poser des questions sur la priorisation des deniers publics,
très clairement, il paraît un peu incongru, je trouve, de poursuivre dans une voie où on multiplie les PLU communaux alors qu'il pourrait y avoir un seul document commun. Donc, moi, c'est pour moi le grand intérêt, les grands avantages d'un PLU intracommunal. Il y a sans doute d'autres arguments à invoquer, hein, mais ça me paraît les principaux. Et du coup, donc on a commencé un petit peu à parler de la relation entre le PCI et puis les communes, et notamment tu as évoqué le pacte de gouvernance qui est un outil pour tendre vers un meilleur partage des rôles entre le PCI et les communes. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça recouvre? Comment est-ce qu'on le met en place? Quels acteurs est-ce qu'on implique? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de manière globale? Oui, donc c'est une nouveauté qui est prévue effectivement par la loi engagement et proximité. Pourquoi est-ce que le législateur a voulu faire un pacte de gouvernance? Je pense pour deux raisons. La première, c'est qu'il existait déjà un certain nombre de choses dans les communautés de communes qui sont faites de manière plus ou moins informelle, qui fonctionnent et bien ou pas bien. Et puis, vous aviez aussi la seconde raison, c'est que la loi NOTRe a créé ce qu'on appelle les intercommunalités XXL, c'est-à-dire des intercommunalités de plus de 100 communes. Et c'est vrai que la gouvernance, forcément, n'est pas la même dans mon intercommunauté à 6 communes qu'à 50, 60 ou plus de 100. De ce point de vue-là, les législateur a proposé, enfin, oui, a proposé aux élus communautaires, lors de la première séance, de dire, voilà, nous, on veut un pacte de gouvernance qui va définir la manière dont, par exemple, le bureau intervient, la manière dont le bureau rend compte, suite à la conférence des maires. Est-ce qu'on crée des commissions spécialisées qui associent les maires? Voilà, parce que certains maires, forcément, dans les grosses intercommunalités XXL, se sentaient délaissés également de certaines problématiques. Ça donne des orientations en matière de mutualisation. Voilà, quels sont les services qu'on pourrait mutualiser ensemble? Ça peut aussi prévoir des conférences territoriales. Je vous disais tout à l'heure que le PLUI pouvait être sectorisé, territorialisé. C'est pareil pour la gouvernance. Vous pouvez avoir forcément, en fonction des typologies ou des bassins de vie, des bassins d'emploi, des enjeux qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on peut prévoir au milieu du pacte de gouvernance voilà, des conférences territoriales des maires. Ça peut aussi préciser la manière dont l'intercommunalité va rendre compte aux conseils municipaux, on en parlait tout à l'heure. Voilà, est-ce que, par exemple, il y a un retour systématique de transmission des comptes rendus de commission, par exemple? Est-ce que, par exemple, la présentation du rapport d'activité se fait dans les communes? Voilà, le rapport d'activité de la communauté de communes, c'est le choix qu'on avait fait. Toutes les communes, il y a une présentation au conseil municipal une fois par an du rapport d'activité de la Comcom pour pas que ça soit quelque chose de descendant, mais un temps d'échange avec les élus communautaires, en tout cas le président à minima. Voilà, c'est tout un tas de choses en fait qui peuvent être décidées au sein du gouvernance. C'est à la carte. Donc vous y mettez ce que vous voulez. Moi, je ne comprendrais pas dire non à la volonté d'aller sur un pacte de gouvernance. Parce que le pacte de gouvernance, c'est tellement large que vous pouvez le faire à minima, comme vous pouvez être très volontariste. Vous avez 9 mois pour l'adopter, mais je pense qu'en tout cas, avoir une discussion commune sur ce point-là me semble une bonne chose. Ça permet d'associer tout le monde sur la gouvernance de l'interco, parce que l'intercommunalité, très souvent, c'est l'un des reproches qu'on lui fait, hein, c'est d'être quelque chose d'assez lointain, éloigné des habitants, éloigné des conseils municipaux. Et très souvent, vous avez des conseils municipaux qui vous disent j'ai pas eu l'information, je sais pas ce qui se passe à la Comcom, c'est le maire qui décide et moi je sais pas ce qui se passe. Même parfois des maires qui vous disent je sais pas non plus ce qui se passe. Ou une telle décision a été prise entre un VP et le président, par exemple. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit être mis sur la table assez rapidement et qui va à la fois fixer des objectifs en matière d'information, en matière de gouvernance, et les moyens pour y arriver. Donc c'est un outil qui me semble très utile. Après, en fonction du niveau d'intégration de votre communauté de communes, les pactes de gouvernance vont être très différents. Il y aura des typologies de pactes, et sans doute que on fera un bilan, on va dire, dans un an et demi, pour voir comment ils se sont construits. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans les conseils que je pourrais donner, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me permets de le redire, je pense qu'un intranet, c'est pas très compliqué à faire et à minima avoir un lieu commun, un agenda partagé, savoir les dates de commission, savoir les comptes rendus, avoir des fiches projets pour dire voilà, un grand projet peut mettre 3 ou 4 ans, on a les grandes étapes, si ça prend du retard, c'est indiqué, j'ai l'information, je peux aller la chercher, je peux demander à mon maire pourquoi le projet prend du retard. Voilà, tout ça c'est des petites choses qui mises bout à bout
permettent normalement, on va dire, de fluidifier le processus de décision au niveau de l'intercommunalité. Il y aura toujours des problèmes derrière, parce que c'est normal, ça reste une gouvernance faite par des hommes, et en plus des hommes politiques, mais normalement, ça devrait améliorer. Je pense que c'est une bonne chose. Tout dépendra de la manière dont vous vous en saisissez, en fait. Et donc, du coup, est-ce que c'est aussi l'un des outils pour que chaque élu, pour qu'aucun élu, justement, ne se sente mis de côté par rapport au projet communautaire? Des fois, c'est souvent la ville-centre qui l'emporte et qui finalement est la plus puissante et la plus présente dans l'intercommunalité. Comment est-ce que les petites communes ou même les élus ne se sentent pas mis de côté? Quels exemples, toi, tu pourrais donner au-delà de l'intranet, évidemment? Alors, oui, parce qu'il y a la question en fait de l'information qui repose beaucoup en fait à la fois sur comment je communique et comment moi, en tant qu'élu municipal, je m'implique. Parce que effectivement, si je m'implique jamais, je ne peux pas non plus reprocher à l'intercommunalité de faire des choses alors que je n'y suis pas intéressé. Hein, donc c'est un mouvement circulaire de ce point de vue-là. Et la question de l'implication, elle passe aussi par, on va dire, le message que l'intercommunalité va envoyer à ses communes. Je pense qu'il est très important sur ces questions-là de pacte de gouvernance, sur ces questions-là de diagnostic commun, de dépasser le clivage entre les grandes communes et les petites communes. Je pense qu'il est important que tous soient mis sur un pied d'égalité. C'est pas parce qu'on est élu d'une petite commune qu'on n'a pas son mot à dire sur la gouvernance de l'intercommunalité. Et de la même manière que les grosses communes doivent aussi être entendues dans leurs difficultés, notamment en termes de charge de centralité, en termes de problématiques de congestion urbaine qu'on peut avoir et qu'on n'a pas forcément dans les villages ruraux. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir une vision à la fois rétrospective sur voilà comment mon territoire, au sens communauté de communes, a évolué, et une vision prospective sur voilà comment il risque d'évoluer sur 20 ans de manière très objective. Nous, je prends l'exemple de ce qu'on a fait à la Comcom en 2014, je pense que c'était vraiment très bien et je pense qu'il faut le refaire là en 2020. On avait fait un séminaire qui associait tous les élus qui participaient aux commissions communautaires. On s'était limité à ça, sachant que les commissions communautaires chez nous étaient ouvertes aux élus municipaux. Grosso modo, j'ai 160 élus sur le territoire, ça faisait 85 élus de présents, à peu près la moitié. Hein. Et on a essayé de poser un regard en fait de géographe. On a fait venir l'agence d'urbanisme, dont on n'est pas membre par ailleurs, mais avec qui on a des relations cordiales, voire même davantage. Et l'agence d'urbanisme nous a retracé l'évolution selon des grands items, démographie, mobilité, emploi, sur 50 ans, pour essayer de montrer comment est-ce que le territoire avait évolué, comment il avait muté, et essayer de nous dire, voilà, comment dans 20 ans, 30 ans, parce que ce sont des prospectivistes, hein, ce sont des gens qui font en fait des prospections, comment est-ce qu'il pourrait évoluer en termes de flux, en termes d'habitat, en termes de sociodémographie. On a de plus en plus, par exemple, nous, comme on est dans la première couronne métropolitaine, on a une sociologie qui est en train d'évoluer. Forcément, ça demande des besoins différents et ça interroge sur des politiques différentes. Je prends l'exemple de la petite enfance. C'était pas un sujet il y a 10 ans, c'est en train d'en devenir un, par exemple. Voilà, typiquement. Donc ça, avoir un regard un peu décentré, un petit pas de côté, un peu prendre de hauteur, avec des gens qui viennent en fait essayer de vous parler de votre territoire, mais d'une manière différente. Je pense que c'est une bonne chose. Et en tout cas, moi, le retour que j'avais eu de nombreux élus qui étaient présents à ce séminaire, c'était de dire, j'ai appris plein de choses et pourtant, ça fait 30 ans que j'habite là. Parce que forcément, on ne vit pas le territoire de la même manière que quelqu'un qui vient vous en parler, en fait. C'est tout bête, mais c'est assez évident. Et du coup, ça permet de créer au moins un lieu commun pour parler de son territoire. On ne parle plus que de sa commune, on parle d'un territoire, d'un bassin de vie, d'un bassin d'emploi. Et donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Alors bon, bien sûr, il faudra que les regroupements de plus de 10 personnes soient autorisés pour faire un séminaire. Mais si jamais c'est le cas, je pense que ça serait, voilà, c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait faire, de partager les singularités. Voilà, il y a vraiment des singularités hein, sur un territoire. Chaque commune a évolué à ça, mais il y a peut-être des enjeux communs qu'on peut partager après dans des politiques publiques et dans un projet de territoire. C'est important d'avoir ce diagnostic, parce que si on n'a pas ce diagnostic, on restera sur des préjugés, qui peuvent être vrais hein, d'ailleurs, hein, mais on restera sur des préjugés. Donc il faut essayer d'objectiver, et pour ça, on peut aller chercher des experts, entre guillemets, qui vont vous aider à construire
Ça a un petit coût, il faut se le dire. Hein, faire un séminaire, ça a un petit coût de location de lieu, de repas, de temps convivial. Il faut payer les experts pour les études et le temps qu'ils vont passer dessus. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est, on va dire, pour l'objectivation. La seconde chose, c'est purement politique. Je pense que lorsqu'on est président d'une intercommunalité, on doit essayer de fédérer et on doit essayer de montrer qu'au moins dans ce temps-là, on traite toutes les communes de la même manière. Je pense que c'est assez important et si on est maltraité, c'est pas forcément un bon signe. Du coup, est-ce que le pacte financier et fiscal peut être l'un de ces outils? Comment est-ce que les élus, alors des petites communes, même si tu disais que tout le monde doit être traité sur un pied d'égalité, mais comment est-ce que on peut s'en servir comme un levier? Alors, généralement, ce qu'on fait en fait, lorsqu'on a une volonté d'essayer de construire quelque chose sur le long terme, c'est qu'on dit, on va construire un projet de territoire. Projet de territoire, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, avoir un diagnostic, des enjeux communs, et puis se dire, voilà, il faudrait qu'on exerce telle ou telle compétence de telle manière, qu'on l'ait pas, bref. Forcément, lorsque vous avez des projets d'investissement ou de fonctionnement, derrière se pose la question du coût. Il faut avoir un pacte financier et fiscal qui accompagne ce projet de territoire, parce que le pacte financier et fiscal, il va vous permettre de faire un audit sur les finances de l'intercommunalité, mais aussi des communes. Il faut que les communes jouent assez de cartes sur table sur voilà l'état de nos finances. Certaines sont en difficulté, certaines sont au contraire avec des ressources financières, quasiment pas de dette. Bon, c'est à prendre en compte dans la manière ensuite dont on va construire les outils pour justement savoir quel est notre PPI, notre programmation prévisionnelle des investissements, c'est-à-dire combien, grosso modo, je peux investir d'argent sur un mandat, puis ensuite, après, il y aura des arbitrages politiques à faire sur telle ou telle compétence. Ça permet de se poser des questions sur la fiscalité. Est-ce qu'il faut augmenter la fiscalité? Laquelle, quels sont les impacts potentiels sur nos entreprises, etc. Et puis sur ce qu'on redistribue aux communes, puisque l'intercommunalité, c'est aussi un outil de distribution financière, notamment via la dotation de solidarité communautaire. Et c'est vrai que la dotation de solidarité communautaire, puisque tu parlais des petites communes, est un outil qui est fortement demandé par les petites communes. Très souvent, pour schématiser, parce que c'est pas vrai partout, la communauté de communes investit financièrement dans des équipements structurants, et ces équipements structurants se retrouvent plutôt dans les grosses communes. Et la contrepartie, c'est que parce que les petites communes ont moins de recettes fiscales, moins de zones d'activité, moins d'équipements, eh bien, elles ont une redistribution plus importante qui leur permet précisément de se maintenir à flot parce que leur situation financière n'est pas toujours reluisante en fonction des critères, etc. J'ai schématisé, c'est pas toujours comme ça, mais voilà. Et du coup, vous avez forcément sur un pacte financier et fiscal beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'enjeux parce que c'est un outil en fait assez municipaliste, c'est-à-dire grosso modo, c'est un outil de juste retour économique pour les communes. Donc elles ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'elles doivent toujours en avoir plus. Hein. Une commune demande toujours plus d'argent à l'intercommunalité, mais il y a un seuil. C'est-à-dire que si vous demandez trop en redistribution à la Comcom, elle ne pourra pas faire les projets d'investissement, il ne faudra pas non plus s'en plaindre derrière. Il faut trouver l'équilibre, et ça, c'est forcément un pacte. Le terme est bon, hein, c'est un pacte financier, et c'est un ensemble, il faut jouer sur tous les leviers pour pouvoir être en accord avec son projet de territoire qu'on a essayé de construire. Donc, on vient de finir un petit peu toute la communication interne dans la communalité. Avant qu'on passe aux questions, est-ce que tu peux rapidement nous parler, ce qui fait aussi partie de ton travail quotidien, sur la communication un petit peu externe et la stratégie éditoriale que toi, dans ta Comcom, vous avez décidé d'adopter pour informer la population et pour créer du coup ce sentiment un petit peu communautaire. Est-ce que tu peux nous en parler très, très rapidement? Oui, c'est un point qui me paraît important et qui est très significatif de l'état d'esprit généralement de votre communauté de communes. Nous, par exemple, on avait en 2008 la volonté de faire un magazine plutôt classique. Voilà, on avait un comité de rédaction avec des élus communaux. Et en fait, chaque élu communal venait plus ou moins avec sa volonté de parler d'un projet sur sa commune, en disant c'est un projet qui pourrait intéresser les habitants de la commune voisine, etc., etc. Et en fait, on était sur une logique très intercommunale qui, à mon sens, ne permettait pas de créer justement ce sentiment d'appartenance commune. Au contraire, même, ça créait plutôt de la jalousie.
il a encore un équipement, lui, il a encore eu tant d'investissement de la part de la communauté de communes, et moi, dans ma commune, j'ai pas eu, etc., etc. Donc, on a fait le choix, en fait, d'avoir un magazine qui se structure uniquement autour des compétences de la communauté de communes, autour de l'agenda de la communauté de communes, des associations communautaires. On ne parle pas de ce qui se passe dans les communes, c'est aux communes, ça, de faire l'information. Et donc, véritablement, centré sur nos compétences, centré sur nos projets, et aussi en termes d'éléments de langage, essayer de dire communautaire à la place de, je prends un exemple, un gymnase. Il ne se fait pas pour nous dans une commune quand c'est la communauté de communes qui le fait. C'est les gymnases communautaires à tel endroit. Je pense que ce sont des éléments de langage qui sont simples, mais c'est sûr que c'est compliqué. Les gens vous disent toujours, ah bah c'est le gymnase de telle ou telle commune. Ah bah c'est l'équipement, le cinéma de telle ou telle commune, je sais pas, peu importe. Non, c'est un équipement communautaire financé par la communauté, donc l'ensemble des communes. Et ça, je pense que c'est important d'essayer de systématiser des éléments de langage qu'on retrouve dans le magazine. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose de simple, mais qui permet d'avoir une entité qui est forte. Il faut distribuer toute boîte aux lettres, il faut que tous les habitants l'aient, il faut le mettre en ligne. Il faut avoir aussi des outils numériques. Hein. Aujourd'hui, on peut pas faire sans. Il faut affirmer en fait l'unité de la communauté de communes, pardon. Ça ne veut pas dire que vous supprimez l'identité communale. C'est une articulation entre l'identité communale et l'identité communautaire. Les deux ont leur place et les deux s'emboîtent et s'articulent. Mais il faut préserver aussi l'identité communautaire. Il ne faut pas qu'elle soit noyée, on va dire, dans les volontés communales de s'affirmer à travers la Comcom, comme ça peut parfois arriver. L'inconvénient, et je termine juste là-dessus, et puis après je pense qu'il y aura des questions, l'inconvénient c'est que ça a un coût. Il faut en avoir conscience. Ça a un coût financier, parce que produire 2 à 3 magazines, faire un peu d'événementiel communautaire avec une charte graphique, faire quelque chose d'assez propre, avoir un rapport d'activité qui soit aussi propre, mis graphiquement en scène. Voilà, c'est un petit budget d'environ 50 000 euros par an. Il faut en avoir conscience. Il y a beaucoup de supports après de communication à produire aussi par thématique. Hein. Si vous avez les déchets, si vous avez tout ça, vous l'avez sans doute déjà fait. Avoir une charte cohérente qui permet d'identifier un logo qui soit bien cohérent, facilement identifiable. Voilà, tout ça, c'est un petit coût. Ça peut aller 50 euros, 50 000 euros, pardon. C'est le minimum, ça peut être plus. Hein. Mais c'est un coût financier et c'est un coût humain. C'est-à-dire qu'il faut aussi une personne pour s'en occuper. Si c'est votre DGS ou le DGS de la communauté de communes qui s'en occupe, très clairement, je pense qu'il aura autre chose à faire au bout d'un moment parce qu'il s'occupera déjà de beaucoup de choses. Donc, l'important, c'est d'avoir soit un cabinet, soit une chargée de communication, voilà, mais en tout cas, quelqu'un qui s'occupe de ça parce que c'est assez chronophage. Donc, je pense que c'est aussi ce coup-là qu'il faut prendre en compte globalement. Merci beaucoup. On a essayé de balayer quand même assez rapidement l'ensemble des sujets qui sont plutôt techniques pour l'intercommunalité. On va passer aux réponses à vos questions. La première question, et donc là, je vais te demander d'adopter un petit peu ta casquette d'enseignant-chercheur. Est-ce que tu peux nous indiquer quelques ouvrages sur le fonctionnement de l'intercommunalité ? Oula. Si tu as en tête, sinon on complétera de toute façon. T'en fais pas. Non, c'est pas ça. C'est que les ouvrages sur l'intercommunalité, en fait, ça dépend de la thématique sous l'angle sur lequel vous voulez l'aborder. Vous avez des ouvrages en fait de géographes sur l'intercommunalité, par exemple. Il faut lire des gens comme Martin Vanier. Je pense que Bruno serait d'accord avec moi. Par exemple, voilà, il y a des ouvrages de sociologues. Il y a des noms comme Rémi Le Saout, comme Gilles Pinson. Voilà, il y a des choses, vous pouvez aller les chercher. Vous avez après des ouvrages de juristes qui vont vous expliquer les évolutions législatives. Donc, ça dépend en fait de l'angle d'attaque que vous allez avoir. Moi, ce que je recommande, si vous voulez vous plonger dans les méandres de l'intercommunalité, c'est de consulter le site de la DCF, l'association, qui est vraiment très bien fait, qui a à la fois des analyses juridiques, à la fois des retours d'expérience, à la fois un peu plus scientifique, on va dire, de géographes, d'urbanistes. Donc ça, voilà, je pense que le site de la DCF est vraiment très bien. Souvent, les élus ne jurent que par l'AMF parce que l'AMF communique beaucoup et parce qu'elle est mécaniquement puissante, parce qu'il y a 36 000 communes. La DCF, en termes de qualité de production, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Il faut que tu remettes le son, Chloé.
Merci beaucoup. Deuxième question. C'est juste que comme je suis sur une rue un peu passante, je ne veux, les pompiers. Je veux pas te perturber. Deuxième question. Serait-il possible d'envisager sur les listes des élus communautaires 50% des élus des communes, donc les maires et les adjoints, et 50% des associations et des citoyens? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Sur quelle liste? Sur les listes. Est-ce que les listes électorales, c'est pas possible? Sur les listes des élus, sur les listes communautaires que tu présentes. Si Catherine. Je m'excuse, je comprends pas bien la question en fait. Alors, si Catherine est encore avec nous, je vais lui demander simplement de préciser un petit peu sa question, et puis on y reviendra peut-être après. Est-ce que, par exemple, on va prendre cette question et puis on essaiera après de conclure, puisque ça fait déjà une petite heure qu'on est là. Est-ce qu'on peut envisager des conférences, ou en tout cas ouvrir les commissions communautaires aux usagers, ou les diffuser? Comment est-ce qu'on peut aussi communiquer là-dessus? D'accord. Alors, non, les commissions sont réservées aux élus. Elles ne peuvent pas associer les habitants de la communauté de communes, quels qu'ils soient, qu'ils soient structurés en association ou autre. Vous pouvez auditionner, bien sûr, des associations. Là, nous, par exemple, quand on attribue des subventions, on auditionne les associations à qui donc vous pouvez le faire. Mais par contre, bien sûr, évidemment, ils ne peuvent pas siéger en tant que tels et délibérer sur les objets sur lesquels la commission se prononce. Pour ça, il y a normalement un outil qui n'est pas obligatoire en fonction de la taille en fait de votre intercommunalité, qui est le Conseil local de développement, le Conseil intercommunal de développement. Donc c'est un outil qui justement a pour enjeu d'associer la société civile, donc c'est un outil de démocratie participative. C'est une forme de troisième chambre, comme on dit, ou de deuxième chambre, peu importe. Voilà, c'est assez, comment dire, c'est un outil qui est ancien, mais qui a été très peu mis en place parce que c'est très compliqué. Et là, on voit même que les seuils ont été un peu augmentés. Si vraiment c'est une volonté de votre Comcom d'avoir une démocratie participative plus forte, c'est un très bon outil. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut l'animer. Donc, ça demande aussi là des compétences humaines. Il faut lui trouver des objets d'études précis, parce qu'on ne peut pas se prononcer sur tout et on ne peut pas venir concurrencer ce qui va se décider en commission ou avec les élus. Donc, il faut trouver la bonne articulation. Ce n'est pas forcément simple, parce qu'à l'échelle de la Comcom, les associations sont souvent communales. Donc, vous avez un vrai risque, en fait, d'effet NIMBY, comme on dit, c'est-à-dire, voilà, il y a une association communale de s'immiscer dans le fonctionnement de l'interco pour défendre en fait un projet communal ou pour empêcher qu'un projet communautaire se fasse sur son territoire. C'est l'écueil que vous risquez de rencontrer. Je suis assez partisan de ces outils-là, mais voilà, il faut bien les cadrer et bien les accompagner, parce qu'il faut aussi former les gens sur les problématiques. Vous avez vu sans doute, l'intercommunalité, c'est un sujet qui est compliqué. Donc, c'est déjà compliqué pour les élus, pour des habitants qui s'intéressent souvent à une seule thématique qui les intéresse particulièrement. C'est compliqué d'avoir une vision plus globale des choses, et c'est ce que requiert l'intercommunalité. Comme c'est un sujet un petit peu compliqué, est-ce que tu peux revenir très rapidement sur le processus d'installation de la nouvelle interco et les premières actions? On dit dans l'oreillette. D'accord. D'accord. Donc le premier, alors on va dire d'une manière générale, peu importe si vous avez toutes les communes qui ont été, tous les conseils municipaux qui ont été élus, ou s'il en reste, on va dire, imaginons que tout le monde est élu, parce que sinon c'est compliqué. Le premier conseil d'installation, alors vous avez sur le site de la DCF, je vous le disais tout à l'heure, vous avez un récapitulatif de toutes les décisions. J'ai vu qu'il y avait une question de Monique là. Vous avez toutes les délibérations qui doivent être prises lors de la première assemblée. Donc le but c'est pas d'être exhaustif, mais grosso modo la première assemblée, elle est présidée par le doyen d'âge. Il y a l'élection du président et ensuite il y a l'élection des membres du bureau, vice-président et membres du bureau, si jamais il y a eu le choix d'avoir cette organisation-là.
Ensuite, il y a des délibérations spécifiques sur les délégations, sur les représentations extérieures, sur les commissions obligatoires, CAO, par exemple, commission d'appel d'offres, commission de transfert de charges, commission sur les impôts, enfin bon, bref, en fonction de vos compétences, accessibilité, peu importe. Il y a un certain nombre de commissions qui sont obligatoires, sur lesquelles il faut délibérer, désigner les représentants qui sont des représentants exclusivement communautaires. Le second conseil communautaire, en règle générale, vous thématiques, les choix de thématiques pour lesquelles vous allez créer des commissions, puisque ça, c'est totalement libre, c'est le conseil communautaire qui décide, en fait, de créer telle ou telle commission, et c'est un choix purement politique. Voilà. Donc ça se fait au deuxième conseil communautaire. Et donc là, grosso modo, pour prendre une forme de calendrier, on va dire que les derniers conseils communautaires vont être installés, donc comme je vous disais, autour du 15, 16, 17 juillet, et puis comme le mois d'août est un mois compliqué, sans doute que ça va aller assez vite et que 15 jours après, vous aurez un second conseil communautaire pour justement créer les commissions qui ensuite permettront aux techniciens, aux vice-présidents, aux élus, sur le mois d'août, pendant leurs congés, parce que tout le monde travaille pendant ces congés, de commencer à réfléchir sur ce qui se passera au mois de septembre, au mois d'octobre, de faire un point sur les grands enjeux de votre Comcom sur telle ou telle thématique. Grosso modo, voilà. Super, merci beaucoup Sébastien, un grand merci à toi pour l'ensemble de ces explications, ce partage d'expérience aussi, c'est vraiment, je pense, très précieux. Et du coup, j'en profite pour vous dire effectivement que tous ces aspects-là, tous ces aspects de début de mandat, que ce soit dans votre intercommunalité ou dans votre commune, que vous soyez élu d'opposition ou élu dans la majorité, que ce soit surtout votre premier mandat ou pas d'ailleurs, j'ai l'honneur et la fierté de vous annoncer la sortie de notre guide des 100 jours à destination et à l'attention des maires et des élus municipaux. Donc un guide qui a été réalisé par toutes les de tous politiques et notamment Philippine que je salue et dont le travail a été immense sur cette partie. Voilà, vous le retrouverez dès demain et vous retrouverez également tous nos programmes, tout ce qu'on vous réserve pour la suite de 2020 et puis pour ces 6 années à venir. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour parler installation et diagnostic, puisque le travail va vraiment pouvoir commencer désormais. Encore merci Sébastien, je sais que tu as aussi contribué sur ce guide, tu as aussi donné beaucoup d'éléments sur les intercommunalités notamment, donc merci beaucoup. Et puis merci pour l'heure que tu nous as consacrée aujourd'hui, c'est évidemment très précieux. Merci beaucoup, bonne soirée et à la semaine prochaine.